Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Le 7 avril 1987, Alim Sili tombait sous les balles dans le hall de son immeuble parisien. 39 ans plus tard, le silence judiciaire résonne plus fort que les détonations qui ont mis fin à sa vie. Ni commanditaire, ni exécutant, jugé. Un dossier refermé, une vérité ensévilie, une mémoire qui dérange. Car Alim Sili n'était pas un homme ordinaire, artisan de la lutte pour l'indépendance, stratège politique affûté, avocat des sans-voix. Il portait une conviction rare, celle d'une Algérie démocratique fondée non sur les dogmes, mais sur l'unité face à la dérive autoritaire. Aux côtés de Hussein Ait Ahmed, il a incarné une opposition lucide, exigeante, tournée vers l'avenir. Mais son destin s'inscrit dans une histoire plus sombre, celle d'une longue série d'éliminations politiques qui jalonnent l'Algérie indépendante. De Abben Ramdan à Mohamed Boudiaf, en passant par Krim Belkacem au Lounès Ma'toub, une même ombre plane, celle de crimes sans vérité, sans justice, sans mémoire assumée. Dans ce continuum tragique, l'assassinat de Alim Sili reste une blessure ouverte, une affaire emblématique où l'impunité devient institution, où l'oubli menace de l'emporter sur l'exigence de justice. Et pourtant, Sili avait prévenu, il savait, dans un texte aux accents de testament, il écrivait, je le cite, « J'aurais pu mourir hier sous les balles des soldats de la colonisation. Je meurs aujourd'hui sous des balles algériennes, dans un pays que l'ironie de l'histoire a voulu que je connaisse après l'avoir combattu les armes à la main. Je meurs sous des balles algériennes pour avoir aimé l'Algérie. » Fin de citation. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force intacte, car au-delà de la commémoration, une question demeure. Combien de temps encore l'histoire officielle pourra-t-elle esquiver ces vérités dérangeantes? Une nation qui n'affronte pas ses ondes d'ombre se condamne à les revivre. Se souvenir d'Alim Sili, ce n'est pas seulement honorer un homme, c'est refuser l'effacement. C'est rappeler que sans justice, il n'y a ni mémoire apaisée, ni avenir démocratique. Rabbi Rahmou. Nous en débattrons juste après cette petite intro. Assassinat de Alim Sili, 39 ans d'ombre et de silence. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est Nasser, merci de l'invitation. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous Lies Jbeili, ingénieur économiste et militant politique. Il est avec nous aussi depuis la capitale française Paris, donc via Skype aussi. Lies Jbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Lies. Bonsoir Nasser, merci pour cette invitation pour un sujet très sensible et très important dans l'histoire contemporaine et post-indépendante de notre pays. Je vous remercie pour cette aimable invitation. Mes salutations les plus chaleureuses à notre ami Maître Issa Rahmoun et puis la régie et sans oublier bien sûr celles et ceux qui nous suivent sur le Maghreb. Encore merci pour l'invitation. Texas. Merci. Merci beaucoup Lies, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi dans la deuxième partie de cette émission, espérons l'avoir, Ali Laskari, l'ancien premier secrétaire du FFS, il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Avant de donner la parole à nos invités, comme d'habitude, aujourd'hui,
malheureusement, on n'a pas pu trouver des titres de la presse parlant donc de l'assassinat de Halim Sili, mais par contre, on va revenir un peu sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur cet anniversaire de l'assassinat de Halim Sili. Rabbi Rahmou. On va commencer avec le premier secrétaire du FFS, Youssef Ouchiche, qui a posté donc cette image, cette photo avec Halim Sili, 39e anniversaire de l'assassinat de Halim Sili. 7 avril 1987, 7 avril 2026. Et un deuxième poste de Ali Al-Askari, donc l'ancien premier secrétaire du FFS aussi, Ali Al-Askari. Ce 7 avril 2026, c'est le 39e anniversaire de l'assassinat de notre camarade Halim Sili, compagnon de lutte de notre président Hussein Aït Ahmed. Pensée, hommage, reconnaissance et fidélité en cette journée à son combat pour la libération de son pays, l'Algérie, du joug colonial et post-indépendance pour un État de droit et des libertés démocratiques, a écrit Ali Al-Askari. Une autre page sur Facebook aussi, la pensée d'Aït Ahmed face aux tragédies algériennes. Donc le nom de cette page, l'assassinat de Msili, le moment le plus dur. Halim Msili, ancien membre du MALG, ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, ayant rejoint l'opposition au lendemain de l'opposition en 1963, a été assassiné le 7 avril 1987 à Paris, alors que l'opposition menait au milieu des années 80 une activité débordante marquée par l'apparition d'organes de presse, le regroupement des militants et surtout la rencontre de Londres entre Aït Ahmed et Ben Bella en 1985 et dont le grand mérite revient à Ali Msili. Un autre poste de Mohamed Lehlou, professeur émérite, docteur en psychologie, hommage à Halim Sili, 7 avril 1987, 7 avril 2026, la passion algérienne des militants du FFS. Par Mohamed Lehlou, Halim Sili a été assassiné il y a de cela 39 années, le 7 avril 1987, de 3 balles, à Paris, dans le hall de son immeuble, alors qu'il était âgé de 47 ans. L'âge de la maturité des grands hommes politiques. Son crime commandité à partir d'Alger et au plus haut sommet de l'État est resté à ce jour impuni. Et on termine avec ce poste de Samir Ghazlaoui, commémoration de l'assassinat de Halim Sili. Appel Dani, Léa et Yalan Missili, rassemblement pour André Ali Missili, samedi le 11 avril à partir de 14h30. Et là, on parle bien sûr de la famille de Halim Sili, Annie, donc sa femme, Léa et Yalan, ses enfants. Cimetière du Père-Lachaise, entrée principale. Le 11 avril prochain, nous nous retrouverons pour un recueillement à la mémoire d'André Halim Sili, uni dans un hommage silencieux à l'homme qui était et à son combat pour la liberté et la démocratie. Voilà, des réactions donc sur les réseaux sociaux et surtout sur le Facebook. On va regarder ce premier clip avant de donner la parole à nos invités. الشفير يبواس نتفسوث اسمي فافا يموت نكذ ولت ما ذكوسو ميثن غان نلا نتساركو غسين يثران دي كنوان نكشم ذي الطرام كل شغل زفاكان يتسوى تصار السازات وخام اللي نتوالني وغالغ ذاك وقام هاي قريدة مقران إني يتكان مشار مقابل عيني ضران ثورة ضايا نكوني ذيك وجلن لحكم الجزاير يسوز ري ذمن ويدي خدمنا ياكي ذي قرفيوان خورلي ندير كازان شمن مازال غذي كوردان اسلي غي سوتك يما يغتي ناسلو امين سلو اي اللي غفا تولي غري غفتل اللي
شراون ديني يا راوي هكاي كورا سكران وقراوي ورتسرو امي ورتسرو اي اللي غفت ونغري غفتل اللي ام شراون سفح ما يا راوي هكاي كورا سكران وقراوي شفير يبواس انت في السوث اسمي فافا يموت ديت واشورتي وذك شمتو قدير يا ليون يحزن ديت سوسمير يسقسغ الشيمي وردو في تيريريث مرمراتك فوير تارقيث عيما عزيزن داشي غيوغن ورزريع بلي نص ساعة داون غسكن كولي وشعلن تيمس غي غتسوغا غمزمير غمزوني شو تيلس يلاس فافا يكتفتو بدوث يفغاد يفنو لتزاير تماينوث يموت ذاك يدير غربة يرنا وين يثين غنذق بيريا من تصايخ دا مازال غدي قردان اسري غي سوتك يما يغتينا سرو امين سرو اي اللي غفت ولي غري غفتر اللي اشراون ديني يا راوي هكاي كورا سكران وقراوي سرو امين سرو اي اللي غفت ولي غري غفتر اللي امشراون سفح ما يا راوي Ne pleure pas mon fils, ne pleure pas ma fille. Aujourd'hui papa est mort pour la liberté. Ne pleurez pas, soyez fiers. Votre père est mort en révolutionnaire. Voilà. On va regarder aussi un autre clip, c'est un témoignage de Alim Sili, Rabbi Rahmou. Parlons donc du printemps berbère. À Tizi Ouzou, en Algérie, la tension persistait aujourd'hui après les incidents violents des dernières 48 heures. Les journalistes ne sont pas admis à pénétrer en Kabylie, mais selon des témoins, la capitale de la Grande Kabylie est ce soir quadrillée par l'armée. À Alger, plusieurs centres universitaires sont en grève aujourd'hui, en signe de solidarité. Et à l'origine de cette agitation, les revendications de la minorité kabyle inquiètent des menaces que l'arabisation du pays fait peser sur la culture et sur la langue berbère. Le mouvement, au départ purement culturel, risque-t-il maintenant de s'étendre et de devenir politique ? Ces événements se sont déjà étendus puisqu'il y a eu des motions de soutien qui ont été votées dans diverses universités de régions qu'on appelle arabophones, c'est-à-dire situées en dehors de la zone berbérophone de Kabylie, et notamment l'université d'Oran s'est solidarisée avec les étudiants de Kabylie. Il y a eu des manifestations à Sidi Bel Abbès, en Oranie également. Il y a eu une manifestation à Batna. Vous voyez donc que le problème déjà prend une ampleur qui n'est pas régionale, mais qui tend à devenir nationale pour que les Algériens puissent exercer effectivement leur droit à l'autodétermination. Voilà, donc Alim Sili, c'était sa réaction pendant donc, le printemps berbère en 1980. Je vais commencer avec Ilyas Jubaili avant de donner la parole à Maître Issa Rahmoun, mais aussi espérons Ali Laskri sera parmi nous. Ilyas Jubaili, qu'est-ce qu'on peut dire, bien sûr, 39 ans après l'assassinat de Alim Sili, un homme qui s'est battu pour une Algérie libre, mais aussi il était du côté des principes pour un pays où la démocratie règne, ou un pays donc l'indépendance de justice, mais aussi était on peut dire le bras droit d'Aït Ahmed, Rabbi Yarhamou. Je rends hommage, je présente toutes mes condoléances, et puis à sa famille, surtout à sa femme et ses 3 enfants, et au peuple algérien, et à toute la région, toutes les régions d'Algérie, pour rendre hommage à ce grand homme, parce que c'est un démocrate progressiste de la première heure. Réfugié en France en 1965, il fait partie de ces grands militants du mal qui ont milité pour une autre Algérie. C'est-à-dire qu'ils avaient cette réflexion après l'indépendance, comment instaurer les rails
d'une vraie démocratie dans notre pays. Une démocratie au sens noble du terme, avec une pluralité au même titre que les pays occidentaux, c'est-à-dire sur les principes, les grandes valeurs démocratiques universelles. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il faut saluer son courage parce qu'il est partisan de, je ne sais pas si ça se dit, d'une réconciliation entre Hossein et Ahmed Ibn Bella. C'est lui qui les a réconciliés, sachant que ces deux personnages aussi, c'est des personnages clés durant la Révolution. Mais son assassinat s'inscrit dans la continuité des assassinats d'une politique ciblée d'assassinat, un continuum depuis 57. Je peux vous citer tous les assassinats. Peut-être les gens ils disent on passe par 57. En 57 par Ben Ramdan. Mais sans compter, moi je les ai appris par cœur. Ben Ramdan, assassiné froidement comme ça. Je dirais même aussi Abbas al-Ghorour, Shrayet, Ammouri, Shihani Bachir, Jabani, que nous voyons ici, jeune officier qui a été assassiné froidement, d'une mort atroce. Ils ont humilié même son corps à tel point que une barbarie, on peut les qualifier comme barbares. Et aussi, en 70, Khidr, en Espagne, et Karim Belkacem dans l'hôtel intercontinental de Francfort, dans le sud de Francfort. Tout ça, c'est des assassinats ciblés. Et remontant encore, Boudiaf, Allah yarhamou, qui est venu pour sauver, pour remettre encore, en espérant qu'il faut faire repartir ce pays et que l'Algérie, elle est capable de se transformer vers une vraie démocratie. Et on a vu Marto Blounès, le chantre de la paix. Mais tous ces assassinats, et Hachani aussi, Abdelkader Hachani, vous savez, quand vous êtes ciblé politiquement, quand on veut porter atteinte à votre intégrité physique et ôter votre vie, il faut qualifier le pouvoir, c'est un pouvoir. Est-ce que je dis c'est le pouvoir assassin? Moi, je dis c'est un crime d'État. C'est un crime d'État qui est commis au nom du peuple. Oui, il a été commis parce qu'ils avaient cette possibilité de réconcilier tout le monde, de faire repartir. Mais ceux qui nous ont gouvernés, je ne vais pas rentrer dans les détails colons de Oujda ou pas, ceux après l'indépendance qui ont confisqué d'une manière ou d'une autre et qui n'ont pas su s'ouvrir à ce monde et donner la possibilité à leur peuple de s'épanouir. Après 7 ans et demi de guerre, c'est eux qui derrière la signature de l'assassinat de Ali Messili le 7 avril 1987. Moi, je me demande quel est le fruit escompté. Qu'est-ce qu'ils attendaient de l'assassinat de tous ces militants, de tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire. Qu'on soit d'accord avec eux dans la façon comment, durant la Révolution ou après, c'est pas la question. La question, ils ont été éliminés froidement, de façon barbare et de façon inhumaine. Et c'est un acte condamnable, inacceptable, et tous ces actes, je dis moi, tous ces actes devaient être, réouverts dans une autre Algérie pour un apaisement total, pour une transparence totale, pour que notre pays puisse repartir sur de bons rails. Très bien, restez avec nous, Lias Jbaïli, Maître Issa Rahmoun. La question est à vous, bien sûr. Et là, je reviens sur le post qui a été posté par Mohamed Lehlou, professeur émérite, docteur en psychologie. Son crime, Ali Messili a été assassiné il y a de cela 39 années, le 7 avril 1987, de 3 balles. Son crime commandité à partir d'Alger et au plus haut sommet de l'État est resté à ce jour impuni. Rappelons que Ali Messili était avocat, Maître Issa Rahmoun. Pourquoi il a été assassiné?
Deuxième fois, merci pour l'invitation. Et effectivement, l'évocation de Halim Sili n'est pas seulement l'évocation d'un militant ordinaire. Il s'agit avant tout et pour tout d'un constructeur. Et quand on dit un constructeur post-indépendance, et l'hommage qu'il faut rendre à Halim Sili avant tout, c'est le fait d'avoir cette intelligence et cette anticipation politique en quittant le MALG. Parce que je suis désolé, le MALG n'était pas bâtisseur d'un État démocratique. Le MALG était là pour s'accaparer du pouvoir à travers l'armée des frontières. Et il a déserté justement le MALG, cette structure dont il faisait partie, pour alerter et la Wilaya 4 et les responsables de la Wilaya 4 et les responsables de la Wilaya 3 sur le guet-apens, le premier coup d'État. Effectivement, comme le disait Silhlou dans son poste, le premier d'État orchestré contre la révolution algérienne, l'esprit de la révolution algérienne, la construction démocratique, la libération non seulement du territoire, mais aussi de l'humain dans toutes ses dimensions, la construction politique et l'achèvement d'un processus de décolonisation. Juste pour préciser, Maître Issa Rahmoun, juste pour ceux qui nous suivent, donc le MALG, c'est le bras de renseignement. Le MALG, donc, c'est le bras de renseignement de l'ALN. Juste pour ceux qui nous suivent. Le MALG, c'est l'ancêtre de la sécurité militaire, c'est l'ancêtre des services secrets algériens, il faut le dire. Hein. Le voilà, MALG, c'est... juste pour être précis. Voilà. Et le fait de... Est-ce que les Malgaches ont pardonné à Halim Sili fait de déserter cet organe de police politique? Je dirais que la réponse est non. Comme tant d'autres, hein, parce que on a vu ces épisodes, ces dissidents de la sécurité militaire, mais aussi enfin des services de la police politique en Algérie, à travers des livres, des déclarations, jusqu'à nos jours, les services n'ont pas pardonné le fait de déserter, de ne pas marcher dans les combines de la police politique. L'évocation de Halim Sili, c'est l'évocation de la construction politique. Pourquoi je dis ça? Et la construction politique se veut construction du MCB, de son esprit, à travers la plateforme de 1979, qui parlait de l'autonomie locale, de l'autonomie régionale, de l'autonomie nationale. Mais le MCB, le mouvement culturel berbère. Berbère. À travers l'exercice de la souveraineté, à travers le fonctionnement et l'organisation de l'État, à travers l'autonomisation des structures traditionnelles d'un pays, qui sont Fijmaïn, la Tejmat, ou les comités de cité, ou les comités de quartier. C'est vraiment l'exercice de la politique par le bas. Et c'est de là que l'idée du MCB, son esprit, et on écoute beaucoup de témoignages d'acteurs du MCB, du mouvement culturel berbère, qui ont apporté leur contribution en disant que Halim Sili a contribué d'une manière constructive, politique, pédagogique et lucide. Parce qu'Halim Sili, il faut savoir que c'est lui qui avait créé la triptyque devoir de vérité, devoir de lucidité et devoir de pédagogie. C'est qu'il a mis au cœur de l'exercice politique, au cœur de la défense des droits humains, l'éthique. L'éthique, et c'est quelque chose de très important. Il s'agit d'un avocat. Et dans l'avocat, le serment de l'avocat, il y a ce principe d'éthique. Ça d'une part. D'une autre part, Halim Sili était derrière la création de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, présidée par Maître Ali Abdelnour Birahmoum Fizouj. Et quand on voit ce profil, il était derrière la fédération ou la convergence ou la réunion des oppositions, de l'opposition avec ses différents courants en exil. Et quand on voit un bâtisseur de telle sorte, quand on bâtit les ressorts, les dynamiques citoyennes qui peuvent exister, soit
dans la période post-coloniale, mais aussi avant l'indépendance, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quelqu'un qui a déserté l'école, les bancs de l'école, pour rejoindre la révolution algérienne. Il faut rendre Alim Sili, il faut l'appréhender dans tout cet esprit. Rappelons une chose qui est très importante, et je pense que notre ami Hassan Hirash pourra en témoigner, qu'Alim Sili avait mis en place à Paris un centre de suivi, un centre de consultation juridique et psychologique en faveur des demandeurs d'asile, des exilés, des réfugiés politiques. Ce n'était pas destiné seulement aux Algériens, c'était destiné aux Maghrébins et à tous les réfugiés, à tous les opposants du monde qui se retrouvaient par la force des choses réfugiés en France. Tantôt il avait travaillé avec les Arméniens, tantôt il avait travaillé avec les Kurdes, tantôt il a travaillé avec les Chinois exilés, tantôt avec les Algériens, Tunisiens, Marocains, etc. Donc il était devenu à un certain moment de son parcours militant le réceptacle de toutes ces volontés de construction démocratique et politique. Et il a mis au cœur de son combat la dignité humaine et le combat pour les droits de la personne humaine. C'est ce qu'il faut retenir. C'est beaucoup. L'évocation d'Alim Sili c'est pas quelque chose de très facile. C'est pas un exercice très facile. Les témoins, ceux qui l'ont fréquenté, il y en a, il reste toujours en vie quelques-uns, ils pourront apporter un témoignage plus éclairé, mieux que nous, mais nous, autant que génération, troisième génération de post-indépendance ou quatrième, à travers ce qu'on a eu comme enseignement à l'école de formation à Alim Sili, aux sections universitaires à Alim Sili, voilà ce qu'on a appris de son combat. Et je sais qu'Ali Yahya Abdenour avait aussi. Très bien. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoud. Restez avec nous. On a été rejoint par Ali Laskari, ancien premier secrétaire du FFS, depuis Alger par téléphone. Dali, très très content de vous avoir. Dali, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et je salue tous les camarades qui sont présents sur le plateau ou là, qui sont sur la ligne, soit Isaac, soit j'ai écouté juste avant Lamine. Lias Djbeili. Je ne sais pas si Hirsch est aussi présent, parce que je viens d'entendre son nom, et tous les amis de Maribia. Voilà. Merci beaucoup, Dali. On est très très content de vous avoir. Et je sais que vous étiez malade, mais vous avez insisté donc à participer à cette émission et à rendre hommage aussi à un militant que vous connaissez bien dans votre parti, puisque vous étiez ancien premier secrétaire du FFS. Je rappelle juste votre poste par rapport donc à l'anniversaire de l'assassinat de Alim Sili Rabbi Rahmou. Ce 7 avril 2026, c'est le 39e anniversaire de l'assassinat de notre camarade Alim Sili, compagnon de lutte de notre président Hussein Ait Ahmed. Pensée, hommage, reconnaissance et fidélité en cette journée à son combat pour la libération de son pays, l'Algérie, du joug colonial et post-indépendance, pour un État de droit et des libertés démocratiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Ali en cette journée, et aussi par rapport à cet homme qui est un homme, bien sûr, un homme qui a des valeurs, un homme qui a dédié sa vie à la libération de notre pays, mais aussi aux libertés et à la démocratie. Ali Laskari. Écoutez, tout à fait. Je suis très content d'ailleurs de pouvoir intervenir aujourd'hui, de lui rendre hommage, bien sûr, pour être fidèle tout le temps à son combat, comme l'ont été tous les militants du FFS, surtout auparavant. Pourquoi je dis auparavant? Parce que la journée de son assassinat, 7 avril, a été quand même instaurée comme journée du militant, pour que chaque année, on lutte contre l'oubli, contre l'impunité et l'omerta qu'il y avait sur cet assassinat, justement pour qu'il y ait des conférences, des activités en cette journée. C'est-à-dire pendant toute la semaine surtout,
et pour qu'il y ait justice et vérité, et pour continuer, c'est aussi perpétuer son combat, qui vient d'être développé, que ce soit en tant qu'officier de l'ALN, c'est-à-dire il a lutté pour que l'Algérie sorte du joug colonial, qu'elle soit indépendante, et par la suite il a rejoint bien sûr ses compagnons de lutte pour la démocratie, dont Hussein Ahmed, et aussi qui lui a rendu hommage avec l'affaire Halim Sili, où il a expliqué totalement comment il y a eu le complot et l'assassinat envers ce militant qui voulait rassembler les Algériens et qui voulait vraiment inscrire, qui a été beaucoup pour l'opposition, toute l'opposition, qui était déjà surtout en exil étranger, et aussi ça a été rappelé, aussi la lutte contre l'inidentitaire, c'est-à-dire par rapport à l'identité, la personnalité algérienne complète, ça a été rappelé en 78. La formation qu'il a tenue à animer pour beaucoup de militants qu'on a retrouvés par la suite dans la lutte. Et aussi en 79, il y a eu la plateforme aussi du FFS, c'est-à-dire pour une république démocratique, ou la régionalisation. Et il était aussi, aussi parmi les précurseurs de la Ligue des droits de l'homme en Algérie, des événements de 80. Parce que ceux qui ont été animateurs des années du mouvement de 80 étaient aussi parmi ceux qui étaient présents lors de la formation qu'il avait tenue, qu'il organisait dans les années 78. Et par la suite aussi, il a voulu rassembler les leaders, c'est-à-dire les leaders politiques, soit Bouriaf, soit Bourbilak, soit... Et sur cette question, Abdali, je m'excuse, je vous ai coupé la parole parce que c'est important. J'aimerais avoir, bien sûr, votre témoignage. Vous avez parlé de rassemblement, parce que beaucoup disent que l'accord de Londres, c'était la faute impardonnable aux yeux d'Alger. Il faut rappeler donc qu'est-ce qui s'est passé. C'est dans ce rôle de médiateur que Halim Sili accomplit ce qui fut probablement l'acte politique le plus décisif et le plus dangereux de sa vie. Il fut le principal artisan de l'accord de Londres conclu le 19 décembre 1985 entre le mouvement pour la démocratie en Algérie, le MDA d'Ahmed Ben Bella, et le FFS de Hussein Ahmed. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Abdali? Oui, c'était la première rencontre qui était une conférence qui s'est tenue à Londres entre Hussein Ahmed et Ben Bella. Bouriaf n'avait pas encore rejoint, mais il devait être présent. Donc Halim Sili voulait rassembler l'opposition algérienne. Il voulait, pour construire un état de droit, pour qu'il y ait un mouvement et un rapport de force nécessaire pour apporter l'alternative démocratique, il fallait bien sûr réunir l'opposition. Et c'est pour ça que d'ailleurs il a été assassiné. Et à chaque fois qu'il y a possibilité en Algérie de pouvoir se rencontrer, il y a eu le contrat de Rome, il y a eu le PAD qui a été détruit aussi par la suite. Donc tout mouvement de rassemblement, et dès qu'il y a des militants en Algérie ou là en exil qui essaient d'apporter quelque chose, qui essaient de rapporter les Algériens, de rassembler l'opposition politique et sociale en Algérie. Et ce que a entamé Halim Sili aussi pendant l'exil, parce que dans le temps, il n'y a pas d'ouverture en Algérie. Même aujourd'hui, avec l'ouverture qu'il y avait, à chaque fois qu'il y a un contrat comme celui de Rome, ou là, le contrat, le pacte qui a été signé aussi en Algérie, c'est-à-dire parmi les forces politiques, sociales, personnalités politiques, universitaires et autres, c'est-à-dire dès qu'il y a un rapport de force qui se crée, et effectivement, le régime algérien agit d'une manière violente pour que les Algériens ne puissent pas se rassembler et construire, bien sûr, dans le sens d'ouverture, de liberté, de démocratie, de la protection des droits de l'homme. Voilà à peu près ce qui a entraîné aussi l'assassinat d'Halim Sili et beaucoup d'autres militants ce continuum d'Ali, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, ce continuum tragique, donc des assassinats politiques, Liège Jubaili, on a touché aussi un mot par rapport à tous ceux qui ont été assassinés. Et bien sûr, on peut parler d'assassinats
politique. Avant de, on va écouter un témoignage d'Al Hussein, Hussein Ait Ahmed, Rabbi Yarhamou, et je reviens à vous juste après Ali Laskari. D'accord. En 1987, son compagnon d'armes Ali Messili est abattu à Paris. Un coup de la sûreté militaire algérienne, dénonce Ait Ahmed dans un livre qui vient de paraître. Un livre dans lequel il a mis beaucoup. Vous savez, j'aurais voulu que Messili soit avec moi dans ce moment difficile. J'ai écrit ce livre donc, c'est un appel du cœur. Et en même temps, étant un animal politique, c'est aussi un acte politique. Je suis conscient que poser le problème, ça peut m'attirer des ennuis. Donc en rentrant aujourd'hui en Algérie, vous prenez le risque que ceux qui ont tué Messili vous tuent aussi. Quand on se rappelle l'armature militaire, la puissance coloniale qu'il y avait, vous pensez que même potache lycéen, nous savions que nous allions au sacrifice. Alors moi j'ai eu la chance de vivre jusqu'à maintenant. Voilà le témoignage donc de Ait Ahmed, Rabbi Yarhamou. Dali, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Me disait, et je n'oublierai jamais ça, il l'a consigné même sur le livre L'affaire Halim Sili, qui m'a dédicacé, où il disait d'Halim Sili qu'il est d'une culture pédagogique et démocratique au service de son pays. Malheureusement, un homme comme ça, un patriote, qui voulait voir son pays vraiment être parmi les nations fortes et construire avec les Algériens et les Algériennes, et pouvoir être en Afrique du Nord et rassembler justement les Africains du Nord et être l'Algérie être un partenaire respecté dans toute la région. Malheureusement, ce patriote, comme le disait Hussein Ait Ahmed, et désolé qu'il ne soit pas présent à Père-Lachaise, parce qu'auparavant je venais souvent. La situation a changé. Et j'ai dit qu'on a instauré la journée du 7 avril comme la journée du militant, pour tous les militants se retrouvent dans les sections du FFS, réhabilitent le politique, débattent malheureusement aujourd'hui. Tout ce qu'incarnait Halim Sili, il disait tout à l'heure, il faut perpétuer son combat, et aussi Halim Sili a incarné la véritable opposition politique. Donc c'est pour ça qu'on l'a perdu, comme on a perdu aussi d'autres Algériens aussi qui ont été dans la même vision et qui étaient dans des propositions de sortie de crise pour le changement. Et ça a été recherché chaque fois qu'il y a un consensus national, qu'il y a une alternative démocratique. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Et il n'y a eu que de la violence, on a subi que de la violence. Voilà, à peu près, on est dans quelle situation on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut continuer à lutter contre l'omerta et l'oubli. Je l'ai dit tout à l'heure. Ne jamais lâcher, malgré que l'assassin Amaloud Halim Sili, aujourd'hui décédé, je pense le 9 janvier dernier, 2026, mais la vérité doit surgir. La vérité doit surgir. Donc le combat d'Halim Sili doit triompher. C'est ça qu'il faut rechercher. Pour lui rendre justice, même si la justice a été à côté pour raison d'État, mais on doit lutter encore, et je le dis aux Algériens, aux Algériennes, qu'ils soient en Algérie ou là, à l'étranger, de continuer son combat, et c'est cela qui fera triompher tout ce qu'il a fait pour son pays. Merci beaucoup, Dali. On est très très reconnaissant que vous avez pu donc témoigner dans cette émission. Ali Laskari, je rappelle, vous êtes ancien premier secrétaire de FFS. Vous étiez avec nous donc depuis Alger par téléphone. Lies Jubaidi, je reviens à vous. On mentionne souvent donc cette raison d'État, ça a été rappelé par Ali Laskari. Bien sûr, par rapport à l'affaire de Halim Sili, Rabbi Yarhamou, mais quand on parle de la situation aussi, quand on parle d'un combat et d'une situation que traverse notre pays, souvent
on revient par rapport à la situation des droits de l'homme, à la situation des libertés en Algérie. On peut parler de cette loi, par exemple, de la déchéance nationale. Est-ce qu'on est dans une autre forme d'assassinat politique qui n'est plus donc éliminer les personnes, mais faire en sorte que les militants politiques ne peuvent pas donc rentrer en Algérie s'ils sont à l'étranger, ou ne peuvent pas continuer à militer pour un état de droit. Liège Jubail. Permettez-moi d'apporter une précision très importante, pédagogique, à celles et ceux qui nous suivent. Parce que pour moi, en tout cas, j'ai lu beaucoup de livres, mais il y a une différence entre le MALG 1 et le MALG 2. Et d'ailleurs, le MALG 1, c'est quoi le MALG? C'est le ministère des Armées, des Liaisons Générales. C'est l'organe de renseignement de l'Armée de libération nationale, au départ, qui était destiné pour recueillir les informations afin de donner une force à la révolution. Ça se passe dans tous les pays du monde. Mais la dérive du mal qui est devenue en police politique, en quelque sorte, qui ont pris copie sur ce qu'on appelle la Tchéka, la Russie de 1917 sous la Terreur rouge, qui transformait en mal en police politique. C'est après l'indépendance que le MALG est devenu vraiment un organe de police politique dans l'intention de réprimer les opposants. Donc il y a une nuance de taille qui, en tant que cartésien, il faut le dire. Donc ça c'est très important. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage à Halim Sili quand il a déserté du MALG, parce qu'il a compris que l'organe MALG va être transformé et qui va prendre et qui va faire office de police politique, ce qu'on appelle police siyasi. Ce qu'on appelle le police siyasi, qui n'a pas lieu d'être dans un État démocratique et qui appartient à certains, c'est pas à certains, qui le monopole aux États, pas autoritaires, non pas dictatoriaux, parce que la police politique, parce que les services secrets dans des pays qui se respectent, nous avons besoin des services secrets pour préserver l'unité du pays, pour préserver la technologie, pour préserver les recherches et développement, pour préserver une économie, pour préserver tout l'arsenal militaire, financier, économique, ainsi de suite. Comme ça se fait aux États-Unis, en France, dans les pays anglo-saxons, ce qu'on appelle les berceaux de la démocratie. Mais malheureusement, chez nous, ça a été transformé en police politique. Donc c'est après l'indépendance. Avant l'indépendance, on peut pas donner le qualificatif au MALG de police politique, parce que c'était un organe important, indispensable, de l'ALN, rattaché à l'ALN, à l'Armée de libération nationale, pour donner la puissance à notre pays. Donc, on ne va pas revenir sur cette gare et ainsi de suite, ceux qui ont guidé notre pays sur le plan diplomatique. Sinon, ben oui, on est dans la continuité finalement, en fait. Donc, rien n'a changé, c'est que c'est la même copie. Vous avez la même copie, mais cette copie, elle n'a pas vieilli, c'est toujours la même chose. Le régime ou le pouvoir ou les autorités algériennes, et surtout le pouvoir algérien, qui est à la tête de l'État algérien, dont il réprime. La preuve, nous avons vu qu'il réprime tous les opposants. Je pense qu'il faut dire les choses, que le pouvoir algérien ne refuse toute forme d'alternance. Il refuse toute forme d'alternance depuis 62. Il faut qu'on comprenne. Arrêtons de dire qu'il y avait une ouverture pseudo-démocratique en 1988. Vous savez, quand vous avez l'intention d'ouvrir, vous ouvrez. Quand vous n'avez pas l'intention d'ouvrir, vous n'ouvrez pas. Et la preuve, on prend un pays en Europe qui s'appelle la Tchéquie, sous Václav Havel, mais c'est lui qui a décidé d'ouvrir. Et la Tchéquie, elle fait partie de ces grands pays démocratiques en Europe. Donc le pouvoir algérien ne veut pas ouvrir, refuse toute forme d'alternance et il refuse ce qu'on appelle la démocratie. Donc il considère la démocratie et l'antithèse dans sa façon de voir les choses. Donc il considère que la démocratie ne peut pas prendre place, ne peut pas trouver siège dans notre pays parce qu'elle va à l'encontre de ses intérêts. Mais c'est une peine perdue pour lui, c'est une peine perdue pour le régime. C'est une course contre la montre et c'est intenable sur le plan de timing. Jusqu'à quand le régime, garde la main
main de fer sur toutes les institutions de l'État en réprimant, en essayant de diviser, de créer le chaos, de manipuler les masses. Donc on est dans une vision orwellienne un peu atypique qui n'a pas lieu d'être. Donc qui est responsable de toute cette tragédie en Algérie? C'est le pouvoir. C'est depuis des années, c'est une continuité. On transmet le flambeau. On transmet le flambeau depuis 57, 62, 65, 63, 65, 67, 78, 88, 90, et ainsi de suite. Donc rien n'a changé dans le pays. Si vous nous dites qu'il y a une pseudo-ouverture, on se trompe énormément, on se trompe de combat. Quand on ouvre en totalité. Vous savez, quand vous faites une analyse, si vous êtes entier, on comprend votre analyse. Si vous n'êtes pas entier, on ne peut pas comprendre votre analyse. Très bien. Donc le pouvoir algérien... Restez avec nous, Lias Laral, parce qu'on est précis. On voulait juste donner le mot de la fin très rapidement à Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, quand on parle de continuum tragique, et on parle bien sûr d'assassinat politique, on peut en nommer beaucoup, bien sûr, de Karim Belkacem, Abban Ramadan, de Ma'toub, de Abdelkader Hachani, de Boudiaf, Rabbi Yarhamhoum, de Ali Msili, donc Rabbi Yarhamou, mais aussi depuis 2019, on a connu des lois liberticides. Quand on parle par exemple de la déchéance de la nationalité, est-ce que c'est une forme d'assassinat politique aussi, même s'il n'y a pas de liquidation physique? Issa Rahmoun. Une question très très pédagogique. Vous m'entendez? Très très bien, on vous entend, Maître Issa Rahmoun. Très bien, mais avant de répondre à votre question, Sénassar, je pense que mon ami Ilyas Jubaili a évoqué le Malk 1, Malk 2. On va essayer de le mettre dans une série qu'on va appeler Police politique en Algérie, qui a 6 épisodes. Malk 1, Malk 2, SM, sécurité militaire, DRS, Direction centrale de sécurité, qui était présidée par Tartag, et actuellement dans une structure qui est très hybride, parce qu'on n'arrive pas à voir les contours de cette structure. Donc c'est une série à 6 épisodes. Par contre, là où je pense, et c'est mon avis, je respecte l'avis de Lias, que je ne partage pas, c'est que la police politique a commencé avec l'assassinat de Abban Ramadan. C'était le Malk 1. Et c'est là que l'arbre a germé. Et c'est là qu'effectivement, l'histoire de cette structure était dévoyée de sa mission initiale, qui était l'espionnage, le contre-espionnage contre la France coloniale, et s'est mise dans une atmosphère, dans une ambiance politique qui voulait s'accaparer du pouvoir. L'assassinat de Abban Ramadan était le tournant, et pourtant à l'introduction de mon ami Lias avait cité ce cas. Par rapport à ta question, à votre question, Sénassar, oui, je sais que c'est une question qui demande beaucoup de temps, mais on n'a pas beaucoup de temps, Maître Issa Rahmoun, et je vous promets de vous inviter, parce que c'est une question qui est très importante. Je vais conclure en disant la chose suivante. Merci Après beaucoup. Les assassinats des politiques, l'assassinat des militants des droits humains, des révolutionnaires, on est en train d'assassiner le politique, les droits humains, par la mise en place effectivement vous voyez comment la ferme des animaux, comme disait Orwell, quand on confie la gestion d'un État un petit porc, comme cité dans le fameux livre d'Orwell, pour être dans l'esprit de Ilyas Jubaili, mon ami que je respecte beaucoup, c'est qu'actuellement, à défaut d'assassiner les politiques eux-mêmes, les militants eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme de dénonciation, de documentation, de réseau Internet qui est mis en place.
on assassine le politique et la construction démocratique, l'état de droit en elle-même, par la mise en place d'un processus de violence législative, d'un processus de négation des droits fondamentaux législatifs, par l'adoption du Parlement, par toutes ces lois liberticides, à commencer par le 87 bis, en passant du 95 à 114 du Code pénal, en passant par la loi sur les activités syndicales, les partis politiques, le régime électoral, la mobilisation générale, la déchéance de la nationalité, etc., etc., etc. Donc on est en train de vivre une situation kafkaïenne et orwellienne à la fois, où, à défaut d'assassiner les personnes physiquement, on assassine l'ambiance sociale avec des textes législatifs. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Je m'excuse, je vous ai pressé. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire et merci à nos invités, Liass Jubaili, qui était avec nous. Merci à Maître Issa Rahmoun et merci aussi à Ali Askari, ancien premier secrétaire du FFS. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.